Bonjour Polo. Bonjour tout le monde. Bonjour Polo. Bonjour Amine. Hop, je remets notre petite bibliothèque d'appoint. Alors, messieurs, ça fait plaisir de vous retrouver. Énormément, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps, et on se revoit pour une seconde fois pour parler d'un livre. Oui. Pour parler d'un livre. Vous avez été nombreux à apprécier l'épisode précédent sur le Goncourt de cette année. On va changer totalement de style. On dit au revoir au roman et bonjour à l'essai, avec l'essai d'Alain Soral, Comprendre l'époque. On dit aussi au revoir aux récompenses, parce qu'à mon avis, c'est pas forcément l'objectif de ce livre. Non, il a un autre objectif. On en parlera de son objectif et est-ce qu'il a réussi. Oui. Mais c'est vrai que c'est son dernier ouvrage, sa dernière pièce à l'édifice de sa pensée, si l'on peut dire, ou du moins c'est comme ça qu'il en parle. Donc c'est un livre qui est sorti très récemment. On l'a reçu quasiment le jour de sa sortie. La Et semaine qu'on a de sa lu. sortie, qu'on a lu en 2 semaines à peu près. Sans difficulté, il me semble. Mm. Un livre qui se lit bien, qui est relativement court. 170 pages, très, très, très espacé, donc on pourrait te dire encore moins de pages, mais c'est une lecture qui s'est faite de manière très, très facile. Alors c'est un livre qu'il a commencé à écrire, et selon lui, il y a 10 ans. Donc il y a un livre qui revendique comme étant d'une longue et lente maturation, et qui fait suite à l'ouvrage précédent qui s'appelait Comprendre l'Empire. Exactement. Euh, Vers un gouvernement mondial ou la révolte des nations. Tout à fait. Et cette fois-ci, son sous-titre est Pourquoi l'égalité ? Pourquoi l'égalité ? Je vous propose peut-être qu'on essaye d'expliquer justement ce propos de pourquoi l'égalité et pourquoi il veut parler de pourquoi l'égalité. Lui Tout qui à fait. est, Juste Vas-y. pour pouvoir rectifier, c'est pas 10 ans qu'il l'écrit, ça fait donc 10 ans qu'il cherche à effectivement à continuer Ensuite. à sa pensée, à construire dessus. Et ça m'étonnerait qu'il ait passé 10 ans à l'écrire, mais je pense qu'effectivement, par contre, il a vraiment utilisé ce temps pour reprendre à la base son fonctionnement et reconstruire finalement des bases solides pour son raisonnement. En tout cas, ce qu'il pense être des bases solides. Exactement. Et en fait, avec ces deux livres qui marchent main dans la main, on avait avec comprendre l'Empire, son analyse de la société occidentale avec un focus plus sur la France, où il va faire une analyse historico-politique. Quels sont les grands changements depuis la Révolution française, et comment ça se fait que l'on atteigne dans ces sociétés actuelles qui jugent plutôt mauvaise, d'où le sous-titre Vers une domination mondiale ou la révolte des nations. Et avec comprendre l'époque, on va avoir le côté plus philosophique ou idéologique, qui répond à la même, entre guillemets, à la même question, mais ce coup-ci en expliquant quelles sont les idées qui ont amené à la situation, à la société moderne. Donc, le monde entre il y a 10 ans et aujourd'hui a changé sur certains aspects. Peut-être qu'on pourrait dire les choses qui ont émergé en plus par rapport à avant, pour voir si sa pensée aurait évolué depuis comprendre l'Empire. Il y a les luttes et les combats pour les minorités, il y a eu l'élection de Trump, Et les gilets jaunes. il y a eu les gilets jaunes aussi depuis, donc qui ont été des grands thèmes où il a pu positionner sa pensée, en tout cas par rapport à ces enjeux-là. Et d'autant plus qu'il disait que ça allait dans le sens de la fin de comprendre l'Empire, notamment avec justement le côté révolte avec les gilets jaunes, tout ce qui est l'importance de Big Pharma, et là évidemment avec la période actuelle du Covid, ça, entre guillemets, ça va dans son sens. Donc je pense que ça l'a mis en confiance pour la rédaction de ce livre-là. Il y a même 2, 3 autres éléments en plus, peut-être plutôt franco-français, c'est-à-dire l'élection donc de Emmanuel Macron, Oui. puisqu'il l'avait suivi. Et en plus, du coup, moins franco-français, mais en plus du coup de l'élection de Trump, du coup aussi la défaite de Trump
qui, je pense, du coup, l'a marqué aussi pour ce livre. Alors oui, je pense que que le moment où Trump a perdu les élections, le livre devait être déjà écrit. Mais je pense oui que ça a eu un impact. J'en parlerai plus tard dans l'émission si je ne le fais pas. N'hésitez pas à me le rappeler. Et un petit Et, dernier point, peut-être aussi, par rapport à ce que tu me dis, je n'ai pas lu effectivement moi, Comprendre l'Empire, mais tu dis qu'il parlait effectivement et qu'il y avait une spécificité française dans ce livre-là. Oui, Là où dans celui-là, il me semble que cette spécificité est quasiment entièrement mm, gommée pour ne retenir vraiment que quelques dernières pages. exactement. tout à fait. Tu as tout à fait Ça raison. vient d'une partie des auteurs qu'il a pu utiliser pour créer sa question, puisqu'il se base sur des auteurs qui ont essentiellement traité en termes de tradition occidentale, de tradition orientale, et qui traitent de l'universalisme. Il en parle comme l'universalisme ayant pris dans un terreau français, mais étant donné, on en parlera aussi, il parle beaucoup du conflit hegelien et du conflit marxiste. La dialectique hegelienne, de toute façon, est un mouvement historique mondial. Donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'il est moins axé sur le terrain français. Juste avant qu'on puisse peut-être parler de pourquoi l'égalité, je terminerai pour dire qu'entre-temps, dans ces 10 ans, il y a aussi eu la fermeture de sa chaîne YouTube. Et, Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et, euh, et nombreux et nombreux affaires et nombreux affaires judiciaires. Procès, etc. Mais Tout bon, à fait. on y reviendra également plus tard. Mais en tout cas, mm, pour revenir au livre, donc pour comprendre l'époque et surtout pourquoi l'égalité, dans son ouvrage, Soral met le concept d'égalité comme une raison des maux ou de la fuite en avant de l'homme qui aboutit à la société actuelle. Et pour lui, cette égalité, c'est quelque chose qui est relativement récent, car il va en arrière, il parle des sociétés traditionnelles, certaines qui existent encore, notamment en Inde, et je pense que tu nous en parleras, mais aussi voilà, les sociétés entre guillemets primitives, et en gros jusqu'à la Grèce antique. Et dans ces sociétés-là qui sont fondamentalement inégalitaires car hiérarchiques, une hiérarchie qui est liée au divin, une division tripartite de la société avec voilà, une noblesse, un tiers-état et et, un, des religieux. et un pouvoir sacerdotal. Ouais. Et dans ces sociétés-là, qui sont certes très inégalitaires, mais qui ont l'avantage pour lui d'être stables et plus proches et plus proche du bon, plus proche de Dieu. Et dans ces sociétés-là, en fait, on ne cherche pas à changer de caste, mais l'objectif de chaque individu, c'est dans sa vie, dans sa vie de tendre vers le bon, de tendre vers Dieu et aussi de tendre vers la maîtrise de son art. Et il ne doit pas chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre. Là où peut-être je mettrais un bémol, c'est que là on donne son point de vue après avoir lu le livre, mais il me semble que dans les premières pages en tout cas, il essaye de se détacher pour ne pas donner son opinion. C'est-à-dire qu'il explique du coup parce que il oppose tradition et modernité, mais il n'essaye pas, en tout cas il me semble, de dire que l'un est meilleur que l'autre, il met simplement en rapport ces deux éléments. Et en fait, c'est nous, au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte qu'effectivement, lui penche largement du côté de la tradition, mais je Oui, pense qu'il a essayé de faire dans son livre quand même l'effort, en tout cas au début, d'essayer de poser un point de vue objectif et non pas du coup d'y mettre son opinion personnelle. c'est vrai, et je dois m'appuyer également sur notamment son commentaire qu'il a fait de son livre. C'est pour ça Mm. aussi que je me permets de mettre des idées qui lui seraient propres, mais c'est vrai que tu as raison. À l'écrit, il met davantage de distance. Disons que son livre rentre dans une lignée d'un certain nombre de livres de philosophie actuelle, qui est la critique de la postmodernité et du posthumanisme. En cela, il est dans la parfaite lignée d'un bon nombre d'auteurs,
et le propos du postmodernisme, qui est parfois vu comme un bien, parfois vu comme plus néfaste, qui est de dire il y a une perte de sacré. Cette perte de sacré a mis en place un monde mathématique et on est arrivé au règne de la victoire, du positivisme. Et les traditions actuelles se sont dessoudées de leur socle traditionnel. Et ce serait, dans cette hypothèse-là, la fin de la société comme on l'a connue. Certains voient cette fin comme une bonne fin puisqu'elle va permettre le dépassement de l'homme dans le transhumain, dans l'homme augmenté. Et d'autres y voient la disparition de l'homme prométhéen qui était créature de Dieu et maintenant deviendrait créature d'elle-même. Voilà, c'était les deux. C'est ce qu'il disait, c'est que voilà, soit on a la vision traditionnelle où l'homme était plus proche de Dieu, car voilà, il est l'enfant du divin, et par le progrès et l'égalitarisme, en fait, il cherche à retrouver ses atouts divins par la science et la technique. Ouais. Et sauf que de ce qui transparaît, ce serait une fuite en avant sans fin qui cacherait en fait une domination d'une élite ou de la bourgeoisie sous couvert d'une volonté d'égalitarisme. Alors, il en parle très peu, mais ça me fait beaucoup penser à Lyotard, qui est un auteur français, qui avait parlé de la fin des grands récits et la fin des grands mythes, à l'effondrement de l'URSS, selon quoi les grandes idéologies étaient terminées à partir de ce moment-là. Et après, c'est les hypothèses qui sont reprises dans le livre aussi, concernant Soliternik, et puis après Fukuyama, dont j'avais pu parler d'ailleurs dans une vidéo précédente. Il donne un certain nombre d'exemples, dont un qui est assez intéressant pour montrer comment il oppose ces deux visions-là. Il parle de la théorie évolutionniste qui a pris le dessus, qui est une théorie, donc la théorie darwinienne, qui fait remonter l'homme du singe et qui du coup nie la descendance divine. Il en parle de façon quand même imagée, je pense pas qu'il contredise... Et même un peu ironique en plaçant le singe en Afrique. Oui, voilà. Et il s'amuse un petit peu à faire différents comparatifs dans tout le début de l'ouvrage pour essayer de montrer que ce à quoi on attribuait une ascendance divine, aujourd'hui la science nous a prouvé le contraire et que cette adhésion a créé une désillusion de l'homme. Et essayer d'en comprendre les mécanismes. Alors pourquoi l'égalité? Je rajouterais une nuance sur le fait que la science aurait prouvé, parce qu'effectivement, lui, là je le cite directement, lui, ne le prend pas comme une preuve ou une démonstration irréfutable. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il dit que c'est une théorie qui serait tout aussi bancale que la théorie donc selon laquelle l'homme descendrait directement du divin. Et du coup, je trouve qu'il y a un certain relativisme au niveau des théories. Là, une qui s'appuie essentiellement donc sur la religion et l'autre qui s'appuie essentiellement donc sur des faits du scientifique. Et là, on retrouve effectivement donc cette opposition entre science et religion. J'étais d'accord avec toi jusqu'à ce que je regarde ses commentaires vidéo sur son livre où on note quand même, je trouve, beaucoup plus la part d'ironie qu'il met dans ces passages-là. Et selon quoi, en fait, il ne contredit pas que ces théories existent. Il explique juste que ces changements, ça reprend un peu Foucault, j'ai l'impression par moments, sans qu'il le veuille, mais qu'en fait ces changements, ces théories-là, maintenant qu'elles elles sont devenues hégémoniques, elles ont quand même radicalement modifié notre perception du monde du vivant et que la place de l'homme entre aujourd'hui, par exemple il y a 500 ans, est radicalement différente, comme lors de la révolution galiléenne. Et il ne contredit pas la théorie en tant que telle, mais il reconnaît qu'il y a eu un changement de paradigme et donc de structure de pensée. D'accord, parce qu'effectivement, à la lecture simple, il me semblait vraiment qu'il essayait de relativiser les deux choses. C'est clairement l'impression que j'ai eue, et je me permets d'en douter, même si venant de Soral, ce serait pas impossible. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Polo. Là, on va être plus sur la forme que le fond, mais c'est vrai que dans son livre, il est moins... voilà, il se met davantage en retrait par rapport à ses idées. Il les propose au lecteur, contrairement à quand il en parle, où là il les impose à ses orateurs.
Et c'est vrai que c'est à un certain moment, on se demande si on lit bien la même personne. Alors, oui, oui, mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir lu Soral. En dehors des propos et tout ça, l'homme qui écrit et l'homme qui parle ne sont pas les mêmes. Au final, les propos et certains pans de cette théorie très bancale se retrouvent, mais je n'ai pas l'impression de lire celui que je peux entendre. Je ne sais Je pas pense que ça vient de. si vous avez eu Je suis cet tout à fait effet-là. d'accord. Mm. Et je pense en fait que ça vient de la façon dont il a rédigé son livre. Mm. C'est-à-dire que vu qu'il a, à mon avis, il a essayé de refaire, de revenir vraiment au tout début et d'essayer ensuite de reconstruire pour arriver à son raisonnement. Je trouve qu'il a en fait fait un raisonnement qui est assez bancal, c'est-à-dire qu'il a essayé de tout reprendre de la base dans l'objectif d'être d'atterrir vers la raison, le vrai, sauf qu'il avait déjà en tête la destination finale. Ce qui fait qu'il a finalement organisé tout son truc au fur et à mesure, et on sent qu'à certains moments, il y a des biais qui font qu'il le remet dans les rails de sa pensée finale. Alors, je suis pas totalement d'accord, c'est parce que dans comprendre l'Empire, il est structuré de la même manière. Or, dans Comprendre l'Empire, quand je l'ai lu, j'ai eu davantage eu l'impression de dire, d'entendre la voix de Soral. Et je pense que le fait qu'il ait voulu justement s'attaquer au concept, à prendre son temps, surtout dans la première partie du livre, qui est très sur l'étude du concept de l'égalité, la mathématisation de la société, etc. Je pense que c'est plutôt lié au fond du sujet qui fait qu'il sort il sort de son habitus, il sort de sa critique sociale, sociétale et géopolitique. Et dès que ça reparle de géopolitique, là, on le réentend. Donc je suis pas certain que ça soit sur l'écriture, mais c'est plus sur le sujet. D'accord. Après, je peux me tromper, mais quand j'ai comparé à Comprendre l'Empire, j'avais l'impression que c'était pas écrit par la même personne, surtout au début. Mais donc ouais. Je pense pas qu'il ait cherché à se cacher. Non, non, ça, je pense pas. Après, moi, je n'avais jamais lu Soral, et c'est vrai que j'ai été très surpris de sa plume, et qui est beaucoup moins technique et beaucoup moins néologisé par rapport au discours qu'il peut avoir en vidéo quand on l'écoute. Alors, il peut paraître technique pour certaines personnes parce qu'il prend un certain nombre d'auteurs. C'est pas du name dropping, moi je trouve qu'il écrit comme beaucoup de nombre d'auteurs où il utilise un certain nombre de références, un certain nombre de noms et un certain nombre de concepts dont il estime, je pense, qu'on sait aussi de quoi il parle, donc il les vulgarise pas pour autant. Tu veux dire quelque chose, Polo ? Oui, sur justement le fait de l'utilisation des auteurs, je suis plutôt d'accord sur ça. Juste, étant absolument pas un spécialiste du coup sur beaucoup des auteurs qu'il a cités, il y en a juste un où ça m'a fait tiquer quand il parlait de la main invisible en citant le mauvais auteur et du coup en ne citant pas Adam Smith. Et du coup ça m'a perturbé et je me suis demandé est-ce que il fait ça depuis le début du livre et je m'en suis juste pas rendu compte, ou est-ce que c'est juste un écart, un moment où il s'est trompé d'auteur, où il utilise mal un concept. Et du coup, ça m'a remis aussi en cause sa légitimité. Oui, son côté légitime et la solidité de son raisonnement passé. Oui, tout à fait, mais ça, c'est moi, peut-être la première critique que je ferais du coup du livre de Soral. J'ai été très surpris de son érudisme qui est très académique. On connaît son affection pour Marx. On voit effectivement qu'il touche un petit peu le sujet et la dialectique matérialiste. Pour autant, honnêtement, même s'il cite beaucoup d'auteurs, je n'en ai découvert peut-être que un ou deux. Pour quelqu'un qui prend son temps depuis 10 ans, qui a un parcours normalement intellectuel et philosophique depuis plus de 30 ans, voire 40 ans, Ouais, plus, ouais. comme tu pouvais très bien le dire hier, Amine, j'avais l'impression d'être au lycée. Oui. On a tous les premiers noms de chaque courant. Donc on va avoir existentialisme, donc Sartre. On va avoir phénoménologie, donc Husserl. On va avoir la philosophie antique, on a Socrate, Platon et Aristote. Et ça va pas plus loin. On n'a pas Démocrite, on n'a pas Héraclite. Et voilà, pas... il réduit aussi des auteurs à un seul livre, à une seule pensée. Ouais. Tu parlais de Freud, où il parle de totem et tabou, c'est tout. parce qu'à un moment, il parle de l'aspect psychologique et de la psychologie et aussi de l'aspect ethnico-religieux de la profession.
Et c'est vrai que quelquefois, ouais, il y a une réduction et Mm. ouais, c'est, quelquefois, oui, il cite. Mm. Oui, c'est vrai que le name dropping, dire que c'est purement du name dropping, ce serait peut-être un peu faux, mais il caricature, je pense, Oui. les courants de pensée. Regardons par exemple Auguste Comte, quand il parle du positivisme, il réduit Auguste Comte à ce que chacun connaît des deux premières phrases d'Auguste Comte, qui est l'inventeur du positivisme, qui a renié Dieu et qui à la fin a vécu une crise mystique où il est revenu vers Dieu. Et donc voilà, il le réduit un petit peu à Mm. ça, et il le fait avec bon nombre d'auteurs. Je te sens là. Oui, Oui. certains pourraient dire dans un langage un peu moderne, il y a une véritable essentialisation finalement des personnes et de leur courant de pensée, Exactement. et notamment aussi du coup une essentialisation, mais je pense qu'on y reviendra peut-être plus en détail de certains groupes effectivement ethniques. Oui, oui, Mm. on y reviendra. Juste par rapport à la construction et la structure de son livre, moi Mhm. je l'ai vu en deux parties principales. Au début, donc l'étude du concept d'égalité avec des exercices logiques, voire mathématiques, pour montrer des contre-exemples, montrer la contradiction inhérente à la volonté d'égalitarisme. Et une deuxième. Et là, dans cette première partie, j'avais pas l'impression de lire du Soral. Une deuxième partie qui est plus sociologique et politique, qui est assez similaire en fait à ce qu'il avait écrit précédemment. Où là, par contre, voilà, dès que ça reparle d'apparition de la bourgeoisie, il explique les différents systèmes mondes sur la planète. Il parle dès que de certaines communautés. Là, par contre, on retombe dans son précaré. Moi, je l'ai vu J'aurais même qu'en peut-être dit trois parties, en mettant la conclusion la totalement à conclusion. part. Alors oui, alors Mm. oui, c'est cette conclusion, cette fin est assez intéressante, euh, qui s'accélère et pour garder juste un peu de suspense, qui est assez, je trouve, qui dépeint le Soral actuel et qui donne une bonne vision du personnage et de son évolution. Mm. Moi, je lui aurais donné trois parties aussi. Et la dernière partie, peut-être qu'on pourrait couper en deux. Mm. La première, qui est celle de la démonstration de sa question, c'est-à-dire pourquoi l'égalité est une bonne question, Mhm. ou qui est une partie de définition, qu'est-ce que l'égalité, qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce que le modernisme, qu'est-ce que le progrès, et qu'est-ce que la logique et la mathématique, et en quoi selon lui, la logique et la mathématique est venue dominer le monde, et la mathématique laïque, on va dire, selon lui. Deuxième partie, qui est la partie que je trouve la plus difficile à cerner, qui est celle où il va vouloir démontrer son concept d'égalité, maintenant qu'il l'a défini, et surtout par le prisme de Marx, qui est une grande partie en fait marxiste, qui va être de dire pourquoi il y a encore le combat Hegel contre Kant, et en quoi le débat, en quoi Hegel est toujours d'actualité, et pourquoi cette marche du monde tend vers cette égalité, et au final est une marche du monde qui tend vers la pesanteur du monde. Il se perd dans ce propos, je trouve, et à la fin, moi j'ai l'impression que il se dit merde, il faut que je Il essaie de réponde reboucler. il faut que je réponde à la question initiale. J'ai posé des questions, je me suis peut-être un peu trop étendu sur des choses où j'ai perdu mon propos. Il revient dessus, il essaye de conclure, et ensuite il essaie de conclure la conclusion en Oui. se remettant dans l'actuel. Et ce Je qui, suis à peu près ouais. Et d'accord. ce qui m'a fait, ce qui m'a fait un peu pas rire, mais qui est assez intéressant, c'est quand il parle justement des sociétés traditionnelles, notamment avec la société grecque, chère à son cœur. Mm. Il dit que, par exemple, les Égyptiens ou les Grecs avaient une conscience des mathématiques et ce très poussée, mais que ces sociétés, ou du moins que les Grecs, sentaient
que les mathématiques ne répondaient pas à toutes les questions et qu'il fallait s'en servir, il ne faut pas aller se plonger dedans. Ils avaient conscience que s'ils rentraient trop dans la mathématisation du monde, il y avait cette fuite en avant, comme si les sociétés traditionnelles étaient au courant des dérives que ça allait impliquer. Vous avez l'intuition divine que Ouais. la raison, oui, mais pas trop. Alors, tu parles effectivement de la société égyptienne, mais l'exemple qu'il prend surtout, c'est la société juive, Ouais. parce que c'est son leitmotiv à chaque fois. Et il s'en prend non pas aux Égyptiens, non pas aux Juifs, mais à la Kabbale, qui est un prisme de lecture symbolique des textes sacrés, et notamment avec une numérologie sacrée, qui est reprise en partie en fait des Égyptiens. Mais et c'est ça qu'il va critiquer et attaquer, et qui va considérer comme satanique, c'est ces mots, et que la numérologie kabbalistique a pris le dessus dans ce monde, et que quand il parle de mathématiques, en fait, il parle de ces mathématiques-là, et que ces mathématiques-là, en fait, sont coupées de Dieu. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, justement. Que maintenant, et que ce sont celles-ci qui dominent le monde. Et en allant plus loin, parce que je le dis clairement, cet aspect kabbalistique expliquerait toujours en fait que derrière cette domination des élites et de la bourgeoisie, derrière, ce serait grâce à cette tradition kabbalistique, ce serait justement derrière le judaïsme mondial qui serait derrière les mots de la société actuelle et qui jouerait en fait de cette volonté d'égalitarisme pour en fait se cacher derrière cette volonté de mise à plat et de rendre tout le monde égaux, car on sait que ce n'est pas possible et que ce serait entre guillemets un moyen de noyer le poisson en laissant le peuple et la société civile se battre ou tergiverser dans des débats qui n'auraient aucun sens pour laisser tranquille les élites juives s'occuper des affaires mondiales. Or, là où le bouquin est assez bien fait, c'est que ça n'apparaît pas tout de suite. Oui. C'est-à-dire qu'au début, et je pense que le livre est quand même intéressant si on supprime sa conclusion antisémite, on pourrait prendre ce livre et quand même l'utiliser pour réfléchir et utiliser quelques outils de certains philosophes, et pas ces outils à lui, mais les outils des philosophes qu'il cite, pour quelqu'un qui ne serait pas un grand initié de la philosophie, pour essayer de comprendre certains aspects du monde. Parce que, encore une fois, Soral reste, je pense, un bon analyste. Et qu'il a quand même des clés de lecture qui sont intéressantes sur certains aspects. Le problème étant qu'il s'approprie des auteurs et que ces prismes intéressants, en fait, ce ne sont pas les siens. Il les fait passer pour les siens, mais en fait, ce n'est pas lui qui a dit ça. Ça a été donné par un autre auteur, et même s'il les cite, ce qui fait passer pour étant une analyse de sa part, et en tout cas, c'est assez criant dans ce livre, n'est pas du tout sa pensée à lui, mais celle de d'autres auteurs qu'il a pu piquer. Polo. Pour rebondir sur le fait qu'il n'y aurait que la conclusion qui serait antisémite et que le reste du livre serait intéressant, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de passages qui sont intéressants, notamment donc dans la première partie, mais son obsession revient quand même assez régulièrement. Je crois que c'est à partir de la 50, déjà à la page 50, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il passe son temps à expliquer que au fur et à mesure que tout se complexifie et que tout est qu'il y a de multiples causes et de multiples conséquences. Et après cette démonstration, il revient quand même à chaque sous-partie avec une conclusion dans laquelle il ne cite qu'une seule cause, qui serait visiblement omniprésente, et qu'une seule conséquence, c'est-à-dire sa cause sa théorie antisémite. Ce qui est quand même très intéressant. Il y a une sorte de différence entre ce qu'il essaye de prouver, ce qu'il démontre au fur et à mesure, et finalement la conclusion qu'il a réussi à coller à peu près à toutes ces démonstrations. C'est vrai que oui, de temps en temps, c'est saupoudré de paragraphes, qui dénotent de sa judéophobie quelquefois pathologique, mais que ça s'accélère au bout de la deuxième partie. C'est vrai que dès le début, de temps en temps, il y a justement des références
Tu parlais de la Kabbale, il y a des références aussi à l'histoire du monde juif, évidemment l'interdiction du prêt à intérêt du christianisme, qui ont fait que pour les juifs ça ne posait pas problème, et de ce fait ils ont permis en fait de se retrouver aux manettes de la société, car leur religion autorisait ce prêt à interdit, ce prêt à intérêt qui est d'ordre quasiment satanique. Donc oui, dès le début, il y a des petites issopoudres de temps en temps. Je vais me permettre, je m'étais amusé à essayer de parier au bout de combien de temps on parlerait de maçons et de juifs. Oui, parce qu'il y a aussi ça, il y a le judéo-maçonnisme. Oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Je ne savais pas quand ça apparaîtrait, je l'ai noté très vite. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même très vite des incursions. C'est-à-dire qu'on sent très très vite. Je vais reformuler autrement. J'avais l'impression dans le livre, en tout cas au début, qu'il a refoulé tout ça. Ouais. Il s'est dit, je vais pas en parler. Et à un moment, il y a quand même des retours du refoulé où, merde, fallait que ça sorte. Et il fallait qu'il termine son chapitre à un moment. En gros, ça faisait 5 pages qu'il n'avait pas écrit le mot juif ou le mot Kabbale. Et on sentait qu'il peut plus tenir, il faut qu'il l'écrive. Et donc, dans ce petit pari que je m'étais fait à moi-même, donc la maçonnerie et la Kabbale apparaissent en même temps à la 4e page du livre. Ah. et en plus, c'est dans le préambule, dans le prologue. D'accord, mais ça compte pas. Réellement, quelle est la vraie apparition après le préambule? Je me permets juste de le lire parce qu'il est quand même intéressant, je trouve. D'accord. C'est 2 chemins d'égalité en concurrence et en lutte, soit le combat suprême au sein d'une même modernité. D'un côté, celui du dieu mathématique, maçonnique et kabbaliste, et de l'autre, celui de la fraternité réelle du dieu d'amour. Dit autrement, le règne menteur de l'égalité formelle face au règne moral de la fraternité réelle, le pouvoir des nombres ou l'amour. Alors certes, ça reste suffisamment soft par rapport à ce qui va sortir ensuite par la suite. Ah oui, clairement. Oui. Ça reste, mais effectivement, déjà, donc page 4, c'est... Ouais. Et oui, c'est que l'aspect maçonnique qu'il met en avant sans jamais vraiment l'expliquer. Selon lui, alors moi je connais peu la pensée de Soral à part ce livre-là. Moi je suis pas un grand aficionado, c'est un grand consommateur du Soral, même quand il était sur YouTube. Ça a toujours assez peu pris sur moi, sauf quand il parle de la féminisation de la société et qu'il essaye de relier de remettre une lecture marxiste dans le féminisme. Je trouve intéressant. Tout ça pour dire que selon lui, en fait, la maçonnerie est une extension, c'est une sécularisation en fait de la Kabbale. Oui. Il y a effectivement des lectures kabbalistiques dans la maçonnerie, et pour lui, c'est l'ordre qui regroupe cette Kabbale et qui a un pouvoir d'influence. Pouvoir d'influence, et qui renie totalement l'aspect sacré ou spirituel. Pour lui, la maçonnerie a totalement quitté le monde de la spiritualité, et peut-être même n'a jamais eu de véritable spiritualité. Dans ses fondements. Oui. Chose qui est quelquefois, qui est une des critiques qu'on pourrait apporter à ce livre, parce qu'il est quelquefois, oui, il se met à sa propre contradiction, et résumer la pensée juive ou maçonnique à uniquement une volonté de domination mondiale pour le fait de dominer, c'est un peu fort de café quand même. Et qui plus est, je propose d'en parler maintenant, il utilise 2 auteurs principaux pour parler de la tradition qui doit être peut-être le terme qui revient le plus dans tout le livre. Oui. Moi j'ai l'impression qu'il a découvert quelque chose, il a découvert 2 auteurs, il l'a reconnu lui-même dans son interview, qu'égalité et réconciliation a eu 3 grandes périodes, et que actuellement ils sont en train de faire une relecture de Evola et de René Guénon, qui est auteur de ce concept qui est la tradition primordiale, qui se veut, pour résumer, étant une lecture universaliste de différentes spiritualités. En d'autres termes,
il a pour but de montrer qu'il n'y a pas de religion, de spiritualité qui est supérieure à une autre, mais que chaque spiritualité est née dans des terreaux différents et apporte un message qui est le même d'un endroit à l'autre, seulement la symbolique prend une forme différente. Et qu'il faut faire avec la symbolique qu'il y a chez soi, et pas avec celle des autres, parce qu'il n'y a pas de supériorité l'une par rapport à l'autre. Oui. Sur cette idée-là précisément, c'est assez intéressant parce que dans certains livres d'explication de vulgarisation du bouddhisme, il y a eu en fait, notamment dans les années 2000 à 2010, de grands mouvements en fait d'occidentaux qui ne se retrouvaient plus dans la spiritualité donc occidentale et se sont vraiment tournés vers le bouddhisme. Et l'un des messages du Dalai Lama, c'était en vrai. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Vous venez chercher en fait des choses et vous amenez une structure de pensée qui est totalement incompatible avec le bouddhisme et vous venez chercher des éléments que vous retrouveriez par contre chez vous. Et c'est pour ça, je pense qu'on peut trouver effectivement un concept un peu similaire. Et ce concept va plus loin quand même chez Guénon. Guénon est pas encore très étudié des universitaires. Pour autant, il est reconnu par pas mal de personnes. Guénon en fait le constat qu'effectivement le monde occidental selon lui est perdu puisque l'Église s'est coupée de la spiritualité et donc il n'y a plus de tradition qui est authentique et qui reste encore en Occident de tradition spirituelle occidentale parce que c'est un grand concept qui est relié. Selon lui, il n'y a plus d'initiation possible dans le catholicisme, on va dire hors orthodoxie. Il n'y a plus d'initiation possible et la quête initiatique est coupée. Et c'est ça la modernité, c'est ce temps de rupture. Et selon Guénon, et c'est là où Alain Soral fait une très mauvaise lecture, René Guénon pense que la maçonnerie est un des derniers lieux où l'initiation et la quête spirituelle est encore possible et est restée authentique. Et je pense qu'une défense soralienne sera de dire qu'entre-temps, peut-être, la maçonnerie a changé et s'est corrompue, ce qui est clairement faux, puisque de toute façon, Guénon, qui est français, a écrit après la Troisième et après la Troisième République, qui a été plus que maçonnique. Et il avait parfaitement conscience de ça. Et en même temps, Guénon s'est contredit dans sa vie puisqu'il s'est converti à l'islam, ayant affirmé qu'à cette période-là, et je pense que c'est pour ça que Soral l'apprécie beaucoup, parce que selon Guénon, l'islam, lui, ne s'est pas coupé encore de sa croyance, de sa ferveur, et de sa croyance mystique envers Dieu et de ce contact direct avec Dieu. Et sur l'islam, il en parle, Soral, à la fin de son livre, et il revient à son idée qu'il développe dans ses vidéos, là, davantage en tant qu'orateur, qu'en fait, que les problèmes avec l'immigration et l'islam sont en fait des faux problèmes et sont uniquement là pour diviser le peuple, alors qu'en fait l'islam est le dernier allié de la chrétienté contre justement la domination kabbalistique de l'élite juive. Mais qu'en fait cet islam est manipulé par ces élites. Et c'est là où il s'en prend dans le livre, notamment Éric Zemmour et Elisabeth Lévy, comme étant les fers de lance de ce judaïsme qui aurait pour but de mener une guerre contre ce qu'il appelle le national-sionisme, qui sont là pour faire monter un semblant de patriotisme, puis qu'en fait ils sont juste là pour sécuriser, selon lui, Zemmour, peu importe ce qu'il dirait sur la chrétienté et contre l'islam, selon Soral, Zemmour ça reste un juif, et en fait en faisant ça, il poursuit non pas les intérêts de la France, mais les intérêts d'Israël. C'est un agent double, c'est clairement un agent double pour ça. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est une connerie. Oui, je suis aussi d'accord avec toi. On est là pour le moment, on n'est pas dans le jugement ou nos opinions, on dit ce qui est écrit dans le bouquin. Pour revenir d'ailleurs, parce qu'on a parlé du coup judaïsme, on a parlé islam, il a aussi du coup une partie assez importante sur le christianisme, donc qu'il considère comme étant vraiment en totale perdition.
avec Oui. d'un côté donc les catholiques, du coup, donc il égratigne au passage donc le pape actuel, Et de le pas façon assez précédent. forte. Et non, du coup, pas tellement le pape précédent. Le pape précédent, justement, il dit, bah, c'est étrange, il est parti alors qu'il Oui. il avait des idées traditionnelles, du coup, il est parti. Ouais. Mais bon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'un des personnages qui je trouve qu'il encense le plus dans son livre, c'est une personne qui aurait donc à l'égard à l'instar Oui. des Grecs dont on avait parlé tout à l'heure, qui était incapable du coup d'équilibrer raison et divin, en parlant du coup de saint Thomas d'Aquin. Oui. Je sais pas si vous l'avez peut-être pas senti comme ça. J'ai des vagues souvenirs de ce passage-là, mais je ne l'ai pas analysé de la sorte. Ok, parce que moi je le sentais vraiment que comme s'il disait, voilà, là à ce moment-là on avait atteint un équilibre très bon avec du coup Ah oui, 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 beaucoup de je vois finalement avec de le. De sciences toute qui façon, étaient lui, compatibles avec le ce livre. qu'il dit, il veut la société française, ça devrait être le logos grec et la raison et, et l'amour chrétien. Et Ouais. la chrétienté sans le Vatican, j'ai Ouais. l'impression. Ah oui, oui, En ah fait, oui, lui c'est un. c'est marrant, Soral. J'ai l'impression, j'ai du mal à le formuler, qu'il est en train de revenir vers Dieu, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de spiritualité. Et c'est très intéressant de voir quelqu'un qui n'est pas du tout un être spirituel s'alarmer de la perte du divin dans le monde, d'essayer de rappeler à la tradition, lui qui est en rupture, je trouve, métaphysiquement, avec cette tradition. Alors cet aspect Mm. religieux, c'est quelque chose qui a développé il n'y a pas si longtemps que ça, du Mm. moins c'est à mon analyse, et c'est vrai, tu as tout à fait raison qu'il reboucle avec ses racines chrétiennes. Mais ça, je te proposerais que je vais le développer Mm. davantage, qu'on fera une petite bio de Soral, où est-ce qu'il est et où est-ce qu'il va. Mais c'est vrai que bon, à la base, c'était pas je pense pas que ce soit quelqu'un de très spirituel, ou alors soit il le cachait bien, ou soit il est devenu sur le tard. Concernant son, son âge, j'ai une petite question à vous poser sur la forme. Euh, c'est un essai et qui est rédigé, voilà, il y a plein de petits paragraphes et petits chapitres qui font entre 5 et 15 lignes. C'était de cette manière dont a été écrit comprendre l'Empire. À titre personnel, c'est une écriture que je n'apprécie pas. Trop saccadée, et je trouve que c'est un moyen ça rend l'articulation des idées quelquefois un peu artificielle. Je sais pas si tu avais d'autres ouvrages de ce style-là. Moi, c'est vrai que c'est un type d'écriture que je trouve pas très heureux. Par contre, le gros avantage, c'est que pour revenir dans le bouquin, c'est très très simple. Oui. Mais d'un point de vue de la fluidité, c'est quelque chose qui m'a un peu rebuté. C'est vrai, et surtout sur le côté explication et démonstration mathématique. Il y a des fois où du coup il va en fait mettre deux paragraphes l'un à côté de l'autre en impliquant, en disant enfin, voilà finalement voilà c'est la suite logique. Mm. Alors quand on regarde, il n'y a pas forcément en fait de suite logique entre ces deux paragraphes et en fait il les a collés l'un à l'autre de façon à donner en fait le Oui. sentiment de démonstration là où en fait il n'y en a pas. Et Ouais. ça m'a un peu perturbé ça. Moi, ça m'a peu perturbé puisque il y a bon nombre d'ouvrages philosophiques, même anciens, qui sont écrits de cette même façon, de façon très fragmentée, sans que ce soit forcément des fragments. Bon, les pensées de Pascal sont fragmentaires et sont effectivement écrites aussi par petits bouts comme ça, un peu comme des versets. Mais ce n'est pas rare de voir des ouvrages écrits de cette façon-là. Moi, j'ai pu lire du Leibniz qui était fragmenté de la même façon. Je vous parlais tout à l'heure de Lyotard qui écrit de la même façon sur sa pensée postmoderne, sur des chapitres de 2 pages maximum, avec beaucoup de titres. Moi, ça ne me dérange pas comme type d'écriture. J'ai l'habitude en philosophie de lire des livres qui sont aussi des pavés très chiants et très écrits, mais moi je ne trouve pas ça compliqué. Enfin, ça ne m'a pas rendu la lecture désagréable, bien au contraire, même si j'ai l'impression... en fait, je suis partagé sur son écriture. Je n'arrive pas à savoir s'il y a mis tout ce qu'il pouvait
ou alors est-ce qu'il a vulgarisé au maximum ces mini-chapitres? Parce que chaque mini-chapitre pourrait avoir des dizaines de pages à lui tout seul, et je pense qu'il aurait gagné parfois à allonger certaines parties. À titre personnel, je me dis qu'il a mis tout ce qu'il pouvait. Quand j'ai écouté ce qu'il a pu dire sur la difficulté qu'il a eu à Oui. certains moments de l'écrire, Ouais. je suis d'accord avec toi, et quelquefois justement peut-être que ce livre dénote un faux encyclopédisme de Soral, Oui. et le fait qu'il... Moi, j'ai l'impression. Alors, où il a une perte d'élan, Mm. mais j'ai surtout. Moi, je me suis rendu compte, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il a un érudisme très creux, Ouais. et vraiment et de surface. Et je suis étonné, et moi qui suis pas un grand aficionados, comme j'ai pu dire, de la pensée de Soral, j'attendais et je le voyais quand même comme quelqu'un qui avait un plus gros intellect. Alors, en se lançant dans ce livre, moi, ce que je voulais savoir, c'est justement là, on lui donne l'occasion d'exprimer Ouais. sa pensée de manière complexe. Mm. Et c'est là où j'étais un peu déçu, parce que je n'ai pas vu de véritable plus-value Ouais. par rapport au Soral orateur. Lui aussi, en lisant Comprendre l'Empire et comprendre l'époque, on a un peu l'entièreté de la vision soralienne, qui est juste davantage argumentée, moins moins directe, non pas moins directe, moins vindicative de temps en temps, Oui, c'est vrai. mais qui fondamentalement n'est pas plus complexe. Mais je trouve ça plus agréable d'avoir un Soral qui soit moins vindicatif, Ah bien sûr, justement, oui, ça c'est que clair et net. l'agressivité dont il peut faire part. Mais justement, c'est une question moi que j'aimerais qu'on se pose concernant le livre et l'intention de son livre par rapport à un public. C'est-à-dire que je ne sais pas pour qui. Je me demande en fait pour qui il écrit. Parce que des personnes qui sont contre Soral vont pas devenir pour lui en lisant ça, je pense. Ceux qui sont déjà pour lui, bon, ils ne sont pas prêts de changer. Oui, ils vont acheter le bouquin. Comment ? Ils vont acheter le bouquin. Oui, bien sûr. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il s'adresse un peu plus à un monde universitaire et qui prétende, comme tu disais, une plus-value philosophique. C'est-à-dire que quand je prends les auteurs qu'il a lus et que j'ai lus en bonne partie, pas de façon très approfondie, mais en fait, je n'ai pas appris grand-chose. Et je m'attendais de Soral à ce qu'il m'apprenne des choses. C'est-à-dire que j'ai lu un peu Kant, j'ai lu un peu Hegel, Nietzsche, Socrate, Lyotard, Fukuyama dont il peut parler, Adam Smith et nombre d'auteurs. Je ne trouve pas qu'il fasse de critique de ces penseurs-là d'une façon que je n'aurais pas vue. Et je suis déçu de Soral parce que je m'attendais à ce qu'il ait quand même une pensée en plus par rapport à ça, quitte à ce que je sois n'avais pas grand contre. espoir, mais malheureusement, ça validait mes doutes. Parce que c'est un livre qui est assez proche en fait de ce qu'il avait fait précédemment. Je pense à Comprendre l'Empire, soit ses autres livres, c'est des thèmes totalement différents. Et certains sont somme toute assez intéressants, vers la féminisation, abécédaire abétisienne, qui sont totalement d'autres sujets et qui ne sont pas du tout écrits de la même manière. Mais oui, là, je pense que c'était un peu ma conclusion. Et toi, Polo, dans quelle optique tu t'es lancé dans cette lecture? Tu avais un objectif, une curiosité, ou tu t'es laissé J'étais très laissé curieux. porter? J'étais très curieux parce que j'avais peu d'informations sur le monsieur. Ce que j'avais, c'était les 2-3 mèmes qu'on avait, qui revenaient de façon assez régulière dans les années 2010 sur sa personnalité, ses tics de langage qui sont assez facilement reconnaissables, et les différents procédés qui apparaissent régulièrement dans la presse. Donc je me demandais, j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'allait être ce livre. Et finalement, je le vois vraiment comme une tentative de synthèse de tout ce qui s'est passé avant lui, où finalement il décide ce qui était juste, ce qui était bon, ce qui était faux, et où il utilise du coup toutes les informations passées pour les organiser, pour dire voici ma pensée. Je le vois vraiment comme une synthèse. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'ai vraiment l'impression au début du livre qu'il essaie de prendre un angle nouveau.
et il part en se disant j'ai un angle nouveau, original, qui essayait d'utiliser le concept d'égalité et de voir euh, en quoi l'égalité qu'on nous vend aujourd'hui est en fait un égalitarisme, c'est-à-dire un extrême de l'égalité, et qu'elle va renier la spécificité humaine de chacun. Et c'est là par contre où il est dans des critiques du postmodernisme qui sont très classiques, mais en quoi en fait l'individualité a son plus haut sommet et en fait la destruction de l'individu. Mais encore une fois, c'est pas lui qui a inventé Non. ça. Non, et je pense, oui, il a mis la meilleure volonté du monde au début, et qu'il le dit lui-même, à un moment, il a eu de grandes difficultés à l'écrire, et c'est aussi peut-être pour ça que ça se sent aussi dans l'écriture, dans la deuxième ou troisième partie du livre, où là, on retombe sur Oui. de la critique sociale, sociétale et épico-religieuse, qui est juste le CD, voilà, le CD Soral, qui est, voilà, qui dit que le problème, on est dans il y a une critique, voilà, qui est très forte du marché, des problématiques de lutte de classe. On reparle de sa judéophobie, de la place de l'islam qui est un faux combat et qui devrait être un allié de l'Église. Et il retombe en fait dans ce qu'il dit d'habitude, comme s'il n'arrivait plus à l'écrire, Ouais. et qu'à un moment, il fallait Fallait écrire quelque chose. Mais Ouais. à mon sens, oui, c'est vraiment peut-être qu'il a démarré sur de bonnes bases son livre. Peut-être qu'il avait vraiment essayé de refaire une démonstration, mais il avait déjà en tête sa conclusion. Il savait déjà ce qu'il voulait, vers où il voulait l'amener. Oui. Ce qui fait qu'à mon avis, l'exercice, même s'il a voulu le faire bien au début, à un moment ou à un autre, l'articulation entre les deux parties n'était plus bonne. En y repensant, je commence à en douter et à me demander si c'est pas l'épidémie de Covid qui lui a fait rechanger d'avis, ou en tout cas, moi je te parlais d'une possible écriture en 2 temps, qui a un temps de pause. En fait, c'est en fin d'année là qu'il a rushé la fin. Il y a deux. Et je me demande si c'est pas l'épidémie de Covid qui, à un moment, lui aurait dit comme non, en fait, t'avais raison, et c'est ça, ce qu'on dévoilera, on va dire, un peu à la fin. Et en fait, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, il reprend. Il s'était inhibé, il arrivait sur une nouvelle conclusion. Et en fait, il a effacé la fin qu'il était en train d'écrire, peu convaincu. Et le Covid et la façon dont le Covid se mondialise, enfin, le mondialisme autour du Covid, lui a fait reprendre toute sa thèse initiale. Même si sa démarche, de toute façon, est pathologique et délirante autour de sa judéophobie, de la conspiration et tout. Je pense que le délire est revenu quand même. Et cette fin, justement, ça montre à quelle étape ou à quel endroit quel moment de sa vie est Soral. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, ou je peux faire un petit point sur Soral, justement. Quel est dans la vie, dans l'histoire de Soral, où se positionne ce livre-là? Est-ce qu'on a déjà parlé de la conclusion? Excusez-moi, j'ai un doute. Ou est-ce que vous préférez d'abord faire ça? Je pense que c'est peut-être intéressant, effectivement, de faire d'abord un petit historique. On frôle la conclusion livre. On frôle la conclusion du livre, et la conclusion rentre dans une partie biographique. On va faire une mise en abîme. Allons-y pour la mise en abîme. Alors, on va prendre un peu de recul, qui est déjà Alain Bonnet-Soral. Alors, il se veut essayiste, du moins on le décrit, ses pairs, les gens de l'égalité et de la réconciliation, le considèrent comme un essayiste, polémiste, cinéaste, romancier, et Soral s'est déjà qualifié de philosophe. Pour ses critiques, on le dépeint surtout en tant qu'idéologue d'extrême droite, avec un casier judiciaire long comme le bras, ainsi que de nombreuses mises en examen pour certains propos. Mais bon, c'est un ancien aussi du Parti communiste. C'est quelqu'un qui est issu de la gauche et de la gauche marxiste, qui a été déçu par son passage là, et qui en fait s'est rapproché du Front National, notamment à l'époque où Jean-Marie Le Pen était président. Donc il a pas mal travaillé, au Front National pour donner un côté plus social au Front National. Il a également créé son association et site internet Égalité et Réconciliation. D'ailleurs, c'est
somme toute assez drôle qu'il Mm. y ait égalité dans son association. Or, il nous a expliqué que c'était un La des cause de tous les maux, la cause de tous Mm. les maux. Bon, le péché originel. exactement. Il a écrit une petite quinzaine de livres, si je dis pas de bêtises, notamment avec comprendre l'Empire, qui était son dernier best-seller, mais il a fait aussi Sociologie du dragueur, vers la féminisation, Misère des désirs, qui là parle plus des relations hommes-femmes, et qui sont assez intéressants. Et d'ailleurs, il a fait un long métrage, Confession d'un dragueur, je crois, qui C'est ce qu'il me semble. était que j'ai une petite affection pour son seul et unique long métrage. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. bah, J'ai je te- vu un extrait ou deux que vous avez pu m'envoyer, mais je Je l'avais n'en pas connais trouvé pas plus. particulièrement bien. Ah, je trouve que pour une première tentative, c'était assez intéressant. Enfin bon, il a fait aussi Dialogue désaccordé, qui a été un échange avec Eric Nolot. Ah, Un bouquin qui a été interdit de vente, qui était en vente d'accord. pendant quelques mois ou une petite année. Et, Il doit coûter cher, hein. oui, après on en trouve PDF? des copies, Ah, sur le ouais, web, mais je connais pas ça. euh, et qui était un échange. Voilà, après, peut-être qu'on y reviendra en off, mais Mm. c'était assez décevant, surtout pour Eric Nolot, qui a, à mon avis, encore moins de logos et de, et de culture littéraire que Soral. Je ne... Mais Non, C'était plutôt, en fait, c'était plutôt l'idée de trouver un format intéressant plutôt que d'avoir Mm. un fond qui voilà, allait c'était fonctionner, plus quoi. un Mais exercice. je l'affirmerai pas si facilement, je pense. Ou alors c'est qu'il Ouais, bon. s'exprimait mal. Enfin bon, Bref. revenons, à Soral. Pour moi, Soral, il a eu 3 phases dans sa popularité. Je vais pas faire son enfance et tout ça, ses problèmes avec son père, sa mère et tout ça. On va pas, Non. ça sert à rien. Mais donc pour moi, il y a 3 temps. Il y a le Soral à la télévision, en tant que polémiste, sociologue, expert de la séduction, de la mode. En gros, c'était le Stéphane Édouard d'avant le Stéphane Édouard. On est vraiment là-dessus, je pense, oui. Ah oui, non, mais c'est clairement. Les parallèles sur ce côté-là sont assez Homme intéressants. d'influence. Et on a eu des moments d'anthologie, notamment chez Thierry Ardisson. Oui. Également les moments où il parle de féminisme avec Roselyne Bachelot, du Mm. machisme sur C'est mon choix. Et il est décrit en tant qu'essayiste provocateur. Donc c'est le Soral du showbiz. Ouais. Et là, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube de Lina pour Oui. trouver ces extraits Mm. très, Ce serait très intéressants. 2010, c'est ça? Après ce moment showbiz, il y aura le Soral de l'internet et le Soral de droite, où là il va devenir, comment dire, il va être qualifié d'idéologue d'extrême droite. Et ce passage-là, à mon avis, il est assez concomitant avec l'affaire Dieudonné en 2003, suite au sketch sur le colon israélien. Suite à ce sketch, Soral va soutenir Dieudonné, et il va se rapprocher de lui à l'époque où Dieudonné était encore dans l'antiracisme. Mm. Et en échangeant, il va faire évoluer Dieudonné vers sa ligne idéologique, et ça va être concomitant avec l'essor d'égalité et réconciliation, le moment où il fait pas mal de vidéos sur son canapé rouge, auquel on essaie Ouais. un peu de rendre hommage. Il devient un mème d'internet, et il va faire beaucoup de vidéos où il va analyser soit l'actualité, mais pas l'actualité toute récente. Il va prendre un peu de recul, et dans ses émissions, il y a des analyses qui sont assez pertinentes, qui sont assez intéressantes, toujours saupoudrées de sa judéophobie, mais qui ne va pas masquer l'ensemble de sa pensée. Il va mettre en place justement ces concepts de sionisme international, etc. Mais ce n'est pas l'essentiel de son analyse, et on peut faire fi de certains raccourcis judéophobes ou antisémites,
parce que le reste de l'analyse peut être intéressante tant sur ce qui a été des relations hommes-femmes, où là, il a fait quand même un sacré boulot, que Ouais. même de l'analyse politique et géopolitique qui sont intéressantes. Et on a Je une connais moins cette partie de ce qu'il pense de tout ça, mais c'est vrai que quand il parle du féminisme et tout ça, Bah, moi, je suis très content de l'avoir découvert à ce moment-là, et malheureusement, euh, ces vidéos-là sont très difficiles à retrouver Mm. suite à des bans de YouTube. Lui aussi, qui a préféré en fait les mettre derrière du payant sur égalité et réconciliation, D'accord. ce qui explique que c'est plus difficile à trouver. Et voilà. Et on rentre en fait dans la troisième partie, qui est malheureusement ce que j'appellerais sa déchéance, qui serait commencé en fait en 2010 environ, avec une grosse accélération depuis 2017, où, où il a sa judéophobie qui est quasiment pathologique et qui revient avec cette idée de national-sionisme et le fait qu'il ait trouvé en Zemmour à peu près sa némésis en fait. Mm. Et avec davantage de raccourcis qu'on pourrait, même si j'aime pas ce mot, complotiste, notamment avec quand il nous fait des raccourcis sur la 5G, sur le Covid, comme il le dit dans le livre, qui permettrait d'accélérer. Vas-y. Sur sa dernière interview, justement, Ouais. au sujet du livre, il dit qu'il est effectivement complotiste Mm. et qu'il croit à un complot international. Ouais. Voilà, donc pour lui, c'est pas Ce un qui est terme. déjà, ce qui est déjà différent de ce qu'il marque dans son livre. Parce que dans le livre, justement, il réfute le complot pour parler justement d'orientation. Mais ça, on y reviendra peut-être dans la conclusion. Et donc voilà, donc il rentre quelquefois voilà, dans des gros clichés en suivant de manière quasiment dogmatique ce qui se passe aux États-Unis avec Trump qu'il a soutenu en voyant en Trump un nouvel espoir, comme dans Star Wars. Et il va être très très déçu de ce qui s'est passé et avec Trump suite à sa défaite, suite à ce qui s'est passé au Capitole, qui a montré en fait la faiblesse de Trump et tout le côté comme quoi, enfin voilà, tout n'était pas calculé et Trump avait fait des calculs qui étaient personnels, mais son objectif ce n'était pas uniquement de drainer le marécage. Et voilà, et ça l'a profondément, je pense, profondément marqué. Au même titre que la défaite de Marine Le Pen l'a profondément déçu, notamment de son débat du deuxième tour qui a été un suicide politique. Et ces deux choses-là, en fait, ces deux moments où il avait pu avoir de l'espoir par rapport à la révolte des nations qu'il espérait d'en comprendre l'Empire, qui a été l'entrée au pouvoir du Front National et un second terme de Trump. Je pense que ça l'a vraiment, vraiment bousculé, d'autant plus qu'il était un moment où sa paranoïa était, je pense, encore plus visible qu'avant dans sa manière de s'exprimer. Il y a eu pas mal de problèmes au sein de son association, avec l'éviction de Manon Sigaud, puis de Vincent Lapierre, et une certaine caricature de son propre discours. Et c'était un peu en même temps avec voilà, il est devenu un peu plus religieux, du moins il parlait davantage de ses racines chrétiennes, qu'il essayait davantage de se rapprocher du Christ, comme si voilà, c'était peut-être la dernière branche à laquelle se raccrocher, Dernier salut. son dernier salut, et je pense voilà, que sur la fin, c'est dommage parce qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est jamais agréable de voir la décrépitude d'une personne de la dissidence. D'une personnalité, en tout cas, du monde, du paysage intellectuel qui a quand même marqué ces 20 dernières années avec sa grandeur et sa décadence. Voilà.
Et il ne sait pas, ou il ne veut pas, ou alors il ne peut pas s'effacer, peut-être car il sait que sans lui, tout ce qu'il a construit peut-être disparaîtra, aussi parce que voilà, je pense qu'il pensait sincèrement qu'il avait une destinée, non pas comme homme providentiel de la France, mais comme participant à la grande révolte des nations, et j'ai l'impression qu'il s'en rend compte Oui. et qu'il y a une certaine amertume. J'ai pu l'écrire à la lecture du préambule, je me l'étais noté, mais j'ai l'impression, dans ce préambule qu'il y a une note quand même de tristesse et de mélancolie à parler de pourquoi il fait ce livre, pourquoi il écrit ça et pourquoi il choisit de traiter de l'égalité. Et il parle déjà aussi un petit peu de la religion dedans. Ouais. Et ce bonne lecture avec 3 petits points qui ponctuent cette fin de prologue et de notes au lecteur, avec écrit voilà enfin, enfin comme il peut l'écrire. Moi je n'arrive pas à le voir écrire ça avec l'énergie qu'il peut avoir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lent et qui est en train de s'éteindre en lui. Et il termine en écrivant bonne lecture, 3 points. Alain Soral, de l'hiver 2019 à l'hiver 2020. Et j'ai l'impression qu'il y a une extinction comme ça. Ouais, et comme je vous ai dit hier, pour moi, avec ce livre, ça confirmait le fait que, dans un sens, Soral est mort, parce qu'on a vu avec ce livre, voilà, que la pensée Soral, son système est clos, par sa dernière partie qui s'accélère et qui termine sur la France, la puissance judo-maçonnique, la théorie du complot mondial, le Covid, la 5G et autres, ça montre que non, bah voilà, il a tout donné. Il a tout donné et qu'il est désormais, bah, ça y est, c'est le moment d'arrêter. On avait un espoir de le revoir transcender ses contradictions, et finalement c'est tout. Donc c'est avec une amertume aussi que j'ai terminé ces pages en me disant bon bah voilà. Et j'avais pas remarqué, mais effectivement, dans la conclusion, en fait, il recite Comprendre l'Empire. J'avais pas percuté, mais en fait, son dernier chapitre s'appelle effectivement Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Donc c'est de l'autocitation, c'est vraiment juste, mais j'ai fait le tour. C'est un peu triste, effectivement, de se dire, j'ai passé mes 10 dernières années, finalement, à revenir à mon point de départ. Et en même temps, je reviens sur ce préambule qui est vraiment intéressant. Je l'ai relu là aussi tout à l'heure. Il est vraiment intéressant parce que le relire après avoir fini le livre, il dira sur cette fin de préambule, un livre qui vient donc compléter et approfondir comprendre l'Empire, ce qui est aussi une récapitulation d'un chemin intellectuel, toujours guidé par le souci de la morale et de la cohérence. On a l'impression qu'il vient s'excuser de quelque chose ou qu'il y a une tristesse qui est là, soit en quelque sorte mon autobiographie du concept. Et j'ai pas l'impression qu'il ait la verve C'est une et le épitaphe, logos qu'on lui connaît quand il écrit quelque chose comme ça. Et le seul endroit où je le verrais peut-être un petit peu, où essayer de se remotiver, ce serait vraiment sur cette dernière phrase où il parle de la France. D'ailleurs, c'est vraiment le dernier, le seul moment où finalement il va vraiment parler de la France, dans lequel il dit effectivement comme on sent aussi que la France, fille aînée de l'Église et mère des révolutions, la France patrie du cœur et des idées va être cette fois encore en première ligne pour y jouer son rôle et y tenir son rang. Et je pense qu'il là à ce moment-là il s'identifie réellement, et du coup c'est à ce moment-là où il se repositionne aussi en tant que finalement donc de racines chrétiennes, et où il se dit bon voilà, si jamais il se passe quelque chose, il faut que je sois présent, il faut que je sois en première ligne. Mais tout ton livre a montré que globalement tu étais plus et tu serais plus pour un bon moment, quoi. À mon sens, c'est un souhait, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux, et il a déjà dit lors d'interviews, toujours avec sa petite amertume, que finalement, bon, bah, s'il y a révolte des nations, ce ne sera pas de son vivant. Et il commence à s'en rendre compte. Et je pense sincèrement qu'il voulait le voir de son vivant, et en vieillissant, il se rend compte que ce ne sera pas le cas. C'est possible. Mais j'aimerais bien qu'on parle, parce que mine de rien, c'est intéressant dans ce film. Je suis pas du tout forcément d'accord avec la conclusion, mais il y a une petite partie juste avant cette conclusion qui est intéressante. Quand il développe tout son modèle, tout modèle marxiste et toute sa lecture marxiste,
que je maîtrise assez peu, et dont je n'ai pas les outils pour pouvoir la contredire, dire qu'il se trompe, que c'est faux, ces choses-là. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand il parle du monde actuel qui est en train d'arriver. C'est celui de dire que la quête marxiste n'est pas achevée, la bourgeoisie est présente, et la bourgeoisie est en train de disparaître au vu du nouveau monde qui est en train de venir. C'est-à-dire que, selon lui, on arriverait dans une nouvelle phase où la bourgeoisie est en train d'être détruite par la machine mondialisée, et qu'on va arriver à un règne où tous les possédants vont être dépossédés, et tous les dépossédés vont être possédés par les grandes entreprises que sont les GAFA, Les Big et Pharma, les Big Pharma et ouais. tout ça. Et je trouve que à ce moment-là, quand même, intellectuellement, moi, il a réussi à me donner une pensée que je n'avais jamais eue par rapport à ça, sur l'évolution du monde. Et À mon sens, c'est plus une évolution de la bourgeoisie qu'une destruction de la bourgeoisie dont il fait part, parce qu'effectivement, il te dit que c'est déjà c'est les mêmes, il te dit le paragraphe d'après que c'est les mêmes acteurs. Il te dit c'est toujours maçons et juifs. Et du coup, oui, à mais mon sens, il dit pas que la bourgeoisie, c'est les maçons et les juifs, hein, non, forcément. Non, mais non. Tu mais vois. il te dit que derrière aux manettes, ceux qui Oui, mettent oui, l'impulsion, voilà. etc. Voilà. C'est Non, mais Ils se servent de la voilà. bourgeoisie voilà, Mais pour c'est leurs là, propres intérêts. c'est là où c'est n'importe quoi. Mais effectivement, qui parle que dans le monde, les possédants sont en train d'être dépossédés par la crise du Covid, c'est-à-dire que le bourgeois, qui était celui qui possédait un commerce, est en train d'être dépossédé de son commerce pour des instances qui, elles, vont continuer à prendre du galon parce qu'effectivement, ils vont tirer des bénéfices de cette crise-là. Je trouve que c'est intéressant comme point de vue. Par contre, effectivement, il y a une locution latine très moderne que j'aime beaucoup, mais j'ai plus le nom. Je crois que c'est Areducto Hitler ou quelque chose comme ça. Ah oui, oui. Je sais pas. J'ai plus la locution, et c'est exactement la même avec juif. Oui. Et le problème, c'est qu'il a un développement que je trouve intéressant au début à ce niveau-là, sauf qu'après, effectivement, il y a la pathologie soralienne qui est de dire, sauf que c'est organisé par des juifs, c'était prévu depuis des dizaines d'années, et on n'y arrive pas pour rien, et c'est des juifs et c'est des maçons. Et là, par contre, c'est infâme, et en plus, c'est dangereux ce qu'il dit à ce niveau-là, et c'est quand même instigateur de haine. Mais bon, on ne changera pas, Alain. Ah oui, non. non. Mais à votre avis, est-ce qu'il va être condamné pour ce livre? À mon sens, il y très a bonne suffisamment à mon sens, il y a Non. suffisamment de matériel là-dedans pour le condamner. Non, Pour parce le faire que condamner. déjà, il y en avait dans Comprendre l'Empire, il a pas eu de souci avec ça. Non, parce qu'il sera pas lu par beaucoup de monde. D'accord, et du coup, Et que- ils éviteront de le faire pour pouvoir justement pour lui assurer la publicité en plus, quoi. Voilà, Pour et faire- qu'il est plus simple, de l'attaquer sur d'autres sujets, je pense. Pour dire quelque chose de peut-être un peu soralien, il sera plus attaqué sur ses tweets que sur ses livres. Enfin, sur son VK plutôt, parce qu'il est plus sur Twitter, je crois. Mais bon. Et oui, il est plus sur grand chose, hein. Donc bon. Très bien. Je pense qu'on a fait un tour très agréable, du moins on s'est beaucoup amusé à le faire. Oui. Oui. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Si vous n'avez pas l'occasion, voilà, on vous a présenté ce qu'on en pensait. Néanmoins, moi j'ai passé un bon moment de lecture, Oui. et c'est une écriture qui reste simple à lire, qui est agréable, il n'y a pas de lourdeur. Il faut un peu décrypter certains passages, mais je me suis pas fait chier, et je me suis pas dit putain c'est chiant cette phrase, oh là là, vivement le prochain chapitre. Oui, voilà, il n'y a pas de difficulté de lecture. C'est une lecture qui est agréable, et c'est vraiment une grande surprise, une belle grande surprise vis-à-vis de Sorel. Bah, écoutez, sur ce, on va se quitter. On se dit à bientôt pour d'autres émissions littéraires, j'espère. Oui. Très Et certainement. voilà, des petits bisous, mes petits croissants. Ciao. Salut. Ciao. Ciao.